simple et la plus efficace et la meilleure méthode. Voilà, je vais laisser la main à Manuel pour vous présenter Web Transition. Bonjour. Du coup, c'est pas très interactif ce mode micro-casque, mais bon. Donc moi je m'appelle Emmanuel Carré, je suis consultant e-commerce. Donc je représente une société qui s'appelle Web Transition. C'est un cabinet conseil orienté conversion, analyse de la conversion, analyse de la performance commerciale. Donc Web Transition, c'est une société qui a 6 ans, qui est née à Lille d'abord, à côté dans le bastion de la VPC, de la vente à distance, et qui maintenant est présente à Lille et à Paris. On intervient sur 3 domaines essentiels qui sont donc le merchandising, dont on va vous parler aujourd'hui de manière assez synthétique, mais je pense de manière assez pragmatique. On travaille également sur l'e-merchandising. Donc l'e-merchandising, c'est un mot qu'on a inventé pour parler de l'optimisation du moteur de recherche. Vous l'avez déjà certainement lu dans différents blogs qui sont dédiés à différentes parutions, puisque le moteur de recherche souvent est oublié dans l'analyse de la conversion et dans l'optimisation de la conversion, même si pourtant il représente jusqu'à 30% du business généré par un site e-commerce. Et puis on travaille de plus en plus sur un sujet qui est de plus en plus à la mode, la personnalisation, le one-to-one dont on parle en e-commerce depuis 15 ans. Mais là on commence à avoir des solutions qui sont très intéressantes et de plus en plus pertinentes, notamment sur la prédiction de produits. On va vous pousser des produits en fonction de ce que vous avez acheté, ce que les gens qui ont acheté et pour lesquels vous auriez peut-être quelques similitudes de comportement. Voilà, tout un tas de choses dans cet esprit-là. Quand on parle de merchandising et quand on parle d'optimisation de la conversion, souvent les gens oublient une première brique qui est d'abord mesurer. La mesure de la conversion, la mesure de ce qui se passe sur le site, c'est quelque chose d'hyper important. Nadège va vous présenter les avantages de la solution Merchandising.io. Nous, on a commencé à travailler avec Merchandising.io il y a 2 ans, avant de signer un vrai partenariat et puis d'embarquer cette technologie avec l'ensemble de nos consultants, puisque aujourd'hui les 30 consultants Web Transition interviennent auprès de grands comptes, puisque la majorité de nos clients sont le top 100 du e-commerce en France. Et aujourd'hui, qu'ils soient déjà clients Merchandising.io ou qu'ils ne le soient pas, l'ensemble de nos consultants implémentent cette solution-là, qui en fait, en résumé, on va vous tenir 45 minutes là-dessus, mais en résumé, c'est une surcouche à tous les outils analytiques que vous pouvez avoir déployés sur vos sites, qui vous permettent de mesurer facilement ce qui se passe, sans être web analyste et sans avoir des équipes de web analyse à disposition. La mise en place de tableaux synthétiques hyper faciles à mettre en œuvre et hyper faciles à utiliser et à prendre en main. Vous verrez, il y a des captures d'écran qui sont plus éloquentes qu'un long discours, qui vont vous montrer qu'on regarde la performance au produit en remontant non pas des fichiers Excel qui sont imbuvables, mais bien des photos, mais bien des données qui sont chaudes captées sur le site. Et puis on verra aussi qu'on est capable d'aller chercher des données dans le back-office, dans les ERP, notamment sur les données de stock, sur les données de rotation de produits et ce genre de choses. Mais bon, je ne vais pas trop déflorer le sujet, sinon Nadège n'aura plus rien à dire après derrière. Voilà. Donc on est, comme on vous l'a dit, présent chez pas mal d'entités du top 30, du top 50, du top 100. On a beaucoup de choses à dire sur ces différents clients. Ce qu'on a voulu faire aujourd'hui comme présentation, c'est quelque chose de très pragmatique. C'est-à-dire qu'on va venir avec des cas clients, on va venir avec des captures d'écran, et puis n'hésitez pas après, il y a un dernier slide pour ceux qu'on aura perdu avant la fin de la présentation, il y a un dernier slide qui vous invite à venir nous voir sur le salon. On est au-dessus, donc il faudra faire un petit peu de sport, même par cette chaleur, désolé. Mais là où on a une pompe à bière, donc vous pourrez déguster les bières du Nord. Et puis on sera très heureux de vous expliquer et de rentrer un petit peu plus dans le détail de cas clients. Oui, donc l'idée c'est vraiment de voir comment nos clients exploitent ces données, et finalement ce sujet l'e-merchandising, c'est un sujet qui touche tout le monde, des petits comptes, des grands comptes, des secteurs d'activité variés, que ce soit le fashion, le commerce de l'art de la table, des fleurs, etc. C'est vraiment une problématique globale que rencontrent les e-commerçants. Donc on va d'abord voir un
un petit peu la grande définition du merchandising et quelques grands chiffres clés. On verra ensuite, pardon, j'espère que vous m'entendez depuis tout à l'heure quand même, vous aurez réagi. En fait, ils savent pas qui tu es depuis tout à l'heure. Quelques grands chiffres sur l'e-merchandising. Comment s'inscrit l'e-merch dans son périmètre, et enfin on verra les 5 fondamentaux, les 5 grandes clés qu'on a mis en place et qu'on crie haut et fort chez Merchandising.io. Voilà. Emmanuel va vous présenter dans un premier temps le merch. Ok, donc moi j'ai commencé par une définition que vous connaissez tous, mais au moins ça cadre le débat et ça remet un peu les choses en perspective. Les merchandising, alors on aime bien l'e-commerce, hein, ça fait 20 ans maintenant qu'on fait du e-commerce. Pour les plus anciens, ceux qui ont des cheveux blancs comme moi, on a été obligé d'inventer des mots un peu compliqués histoire de se donner un peu d'étoffe. En réalité, le merchandising existe depuis l'avènement de la grande distrie, puisque c'est quoi le merchandising? Globalement, c'est guider mes clients. C'est-à-dire le balisage magasin, les aider à trouver le bon rayon, les guider dans la présentation de la gamme, des produits, et ensuite déclencher l'achat. Donc ça, généralement, on va résumer le merchandising à déclencher l'achat, mais il se passe plein de choses avant, il se passe plein de choses après. Il faut les amener jusque dans le magasin, il faut les amener jusque dans le rayon. Qu'on vende des petits pois, qu'on vende de la fringue ou qu'on vende des produits techniques, souvent on a une gamme de produits qui est assez large, et la première problématique va être d'aider le client à trouver ce dont il a besoin et comprendre finalement cette gamme de produits. Bon, on ne rentrera pas dans ces sujets-là aujourd'hui, puisque aujourd'hui on va se concentrer sur la mesure, puisque c'est important, mais c'est un pendant du merchandising qui souvent est oublié, puisqu'on résume finalement le merchandising à la conversion, sauf que le merchandising ça commence d'abord par amener le client dans le bon rayon, et on verra d'ailleurs dans les slides suivants qu'il y a un certain nombre de données, un certain nombre de KPIs qu'on a un peu oubliés. Alors les chiffres que je vous présente aujourd'hui sont des chiffres qui sont issus finalement d'une moyenne, c'est une moyenne. Alors certains curseurs sont plus hauts, certains curseurs sont plus bas en fonction de la largeur de votre catalogue, en fonction de la typologie des produits que vous vendez, en fonction de l'image de marque que vous voulez travailler, en fonction de la complexité qu'on va avoir à s'y retrouver dans votre site internet. Mais il faut savoir que, en règle générale, chez la majorité des e-commerçants, d'ailleurs en réalité il y a très peu de visiteurs qui viennent et qui reviennent, en tout cas sur le mois courant, et c'est un indicateur qui est important et intéressant à suivre. Finalement la récurrence de visite elle est relativement faible. Alors évidemment il y a des cas exceptionnels, hein. La grande distrie en alimentaire est un contre-exemple notable, hein. S'il y a des gens de la grande distrie alimentaire, ils vont forcément pas être d'accord avec cette stat-là. Par contre, il y a une stat qui est assez unanime, c'est qu'il y a 40 à 60% des visiteurs qui ne voient jamais la page d'accueil de votre site, qu'on appelle abusivement la page d'accueil. En réalité, elle accueille pas les visiteurs, et il y a une nette majorité de clients qui passent jamais par cette page. Sauf que quand ça va pas, quand on a envie de faire passer un message prioritaire, quand on a envie de mettre en place un plan de renfort, on commence à se dire tiens, moi je veux de la place en homepage et je veux sortir une nouvelle opération commerciale. Puis après, au bout de 8 jours, quand on mesure un peu les choses, on s'aperçoit que finalement ça a eu un effet relativement faible. C'est assez simple, la cause est connue, il y a très peu de visiteurs qui passent en définitive par la homepage. Sans compter que la homepage est très très loin finalement du sujet de la conversion, puisqu'il est très compliqué à l'entrée du magasin de savoir pourquoi est-ce que les gens sont venus dans votre magasin quand vous avez un catalogue qui vend une large gamme de produits très hétérogènes. Sur les autres statistiques, on va passer rapidement, puisque je pourrais vous tenir toute l'après-midi là-dessus. Mais globalement, il y a, comme je disais tout à l'heure, 15 à 30% des gens qui vont utiliser le moteur de recherche pour aller directement sur leurs besoins. Alors il y a une variante de l'utilisation du moteur de recherche, c'est aussi les gens qui sont perdus et qui ne s'y retrouvent pas dans votre navigation, qui vont utiliser le moteur de recherche pour trouver un nœud d'arbo. Il y a des choses assez rigolotes sur l'analyse du moteur de recherche, puisqu'on va s'apercevoir que les clients n'utilisent pas les mêmes mots pour dénommer les produits que vous vendez. Ils vont utiliser couvre-lit quand vous vendez des bouteilles, ils vont utiliser d'autres terminologies peut-être moins savants.
mais du coup c'est intéressant de regarder ce qui se passe dans le moteur de recherche et surtout de regarder les produits ou les pages à zéro résultat. Bon, il y a l'utilisation des onglets qui sont peu utilisés. Il y a 5 à 20% des clients qui vont utiliser l'opération commerciale pour aller couvrir un besoin, alors qu'on sait que c'est là où on dépense le plus d'énergie dans les équipes e-commerce. Et puis, la vraie cause, ou la cause majeure aujourd'hui, avec l'erreur technique de mévente d'un produit, c'est tout simplement le fait que les gens ne voient jamais la fiche produit. Et aujourd'hui, il est majeur d'arriver jusqu'à une fiche produit. Quand on le dit assis ici aujourd'hui au calme, c'est assez simple, ça va faire sourire tout le monde. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est important d'amener tout le monde? Parce que c'est le seul endroit sur le site internet. J'ai perdu tout le monde? Eh bien, vous ne saurez jamais pourquoi c'est important d'amener les gens à la fiche produit. Et celui-là, il fonctionne? Bon, tant pis. Donc, si vous voulez savoir pourquoi il faut amener les gens à la fiche produit, il faudra venir nous voir. Et puis voilà, puis il faudra passer par le test de la pompe à bière de bord. Donc en fait, pourquoi est-ce que c'est important de passer par la fiche produit? C'est parce que c'est le seul endroit sur le site internet où il y a un bouton ajouter au panier. Et ouais. Et du coup, pour vendre des produits, c'est quand même vachement intéressant que les gens cliquent sur le bouton ajouter au panier. Donc voilà. Un produit qui ne se vend pas, alors ils ne vendent pas parce qu'il n'est jamais vu, ils ne vendent pas parce qu'il n'est jamais mis au panier, et ils ne vendent pas parce qu'il ne passe pas le tunnel de commande. Et ça, c'est 3 causes majeures pour lesquelles un produit n'est pas vendu. Vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas venu vous expliquer des trucs super compliqués, mais plutôt que de faire du consulting PowerPoint, il faut tout simplement arriver à une réalité. C'est qu'aujourd'hui, mon produit ne se vend pas parce que personne n'est venu jusqu'à la fiche produit. Et le plan d'action, ou les plans d'action qu'on va mettre en face, vont être créer la visibilité. Enfin, bon, après, je laisse tout loisir à votre créativité de trouver des réponses. Le produit, il est vu dans la moyenne de mon rayon, mais par contre, personne ne le met jamais au panier. Il va y avoir des questions à se poser autour de la fiche produit, il va falloir se poser des questions autour de la photo, du descriptif, du pricing, de la démarque qu'on a mis dessus, de la disponibilité, du stock, d'un certain nombre de choses. Et puis le produit il est vu, il est mis au panier, mais par contre il sort jamais les tunnels de commande. C'est pas non plus le même plan d'action qu'il va falloir mettre en place pour aider la vente. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans que Code Transition est créé, à partir de ces 3 points-là. Donc vous voyez, on n'est pas allé chercher bien loin. Mais globalement, on s'aperçoit dans 98% des cas des missions pour lesquelles on est lancé avec une problématique assez simple qui est « aidez-moi à vendre mieux ». La réponse, elle est là. Elle est sur l'un de ces 3 points-là. Et finalement, il est fondamental, avant toute chose, avant de mettre en place un plan d'action, de mesurer les choses et d'avoir un outil qui me permette simplement et de mesurer à l'instant T quand on commence à se poser des questions et de mesurer avec récurrence et avec régularité ces éléments-là. Parce que ce qu'on va faire, vous pouvez mettre toute la démarque que vous voulez sur un produit, vous pouvez limite même écrire sur la fiche produit que vous le donnez, il n'en sortira pas de votre stock si ce produit-là est jamais vu. Voilà. Alors c'est... Encore une fois, c'est ironique de ma part aujourd'hui, et parfois c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, d'expérience, on est rarement sorti de ces 3 points-là pour aider nos clients à vendre mieux et à vendre plus. Alors, avant d'en arriver à la fiche produit, dont on ne va pas vous parler aujourd'hui, parce qu'il fallait qu'on garde quelques secrets de fabrication pour continuer à pouvoir vivre et à vendre nos prestations, on va vous parler de la page liste. Donc la page liste, c'est le lieu majeur, c'est aussi le lieu de tous les fantasmes. Aujourd'hui, on va vous parler, donc Nadège va vous présenter les 5 règles. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs, il y en a qui ne sont pas forcément présentés là. Et moi, je reviendrai en fin de présentation pour vous expliquer 4 façons de présenter les produits, 4 façons de ranker les produits, de les trier suivant comment est-ce qu'on veut travailler. Et vous verrez que l'outil d'analyse que va vous présenter Nadège permet d'une part de mettre en place assez facilement les canevas, les motifs dans les pages listes, on verra ce que c'est, et puis surtout et avant tout de suivre l'activité commerciale qui se passe, qui a lieu dans les pages listes. Donc avant de dérouler ces 5 règles, ces 5 fondamentaux, c'est important de comprendre finalement l'image, dans quoi ça s'inscrit. C'est bon. Merci. Quel est son périmètre d'action. Donc,
On a finalement 3 composantes qui influencent le chiffre d'affaires. On a le trafic, le tunnel de conversion, je ne vous l'apprends pas, et enfin la performance commerciale. Donc sur les 2 premiers plots, le trafic et le tunnel de conversion, aujourd'hui c'est vrai qu'en entreprise on déploie pas mal de moyens humains et financiers pour essayer d'améliorer ces deux composantes. En ce qui concerne la performance commerciale, c'est un sujet un petit peu plus nébuleux. On ne sait pas vraiment par où prendre le sujet. Donc voilà, c'est pour ça que chez merchandising.io, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est le cœur de sujet de la conférence d'aujourd'hui. C'est vraiment réussir à améliorer cette performance commerciale et du coup, l'idée étant finalement d'améliorer votre mise au panier, d'améliorer la mise au panier du client. Donc, nos 5 règles. Pour piloter votre merch, vous avez besoin d'un certain nombre d'informations. Les consultations panier, les ajouts panier, ok. Mais est-ce que réellement vous pouvez piloter votre merch avec ces infos liées au site uniquement? Pas vraiment. Il manque toujours des infos dispo produits, par exemple, données des concurrents, les données exogènes, les avis clients, etc. En fait, aujourd'hui, les informations, on les a, elles existent, mais elles sont généralement disséminées, brutes. Elles sont dans des outils différents qui impliquent aussi l'intervention de plusieurs personnes dans l'entreprise. Et finalement, le résultat final, il est parfois vaste, méconnu. On n'est pas forcément sûr du résultat. La première règle, c'est de se dire de donner de la valeur à vos données en les agrégeant. C'est ce que propose merchandising.io, c'est de proposer une interface unique dans laquelle vous retrouvez l'ensemble de vos données. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est de se dire que pour un même produit, pour gérer mon e-merch derrière, j'ai besoin d'un certain nombre de métriques. Ce sont la consultation, l'ajout, voilà, mais aussi la dispo produit. Mon produit a performé très bien, mais est-ce que vraiment j'ai le stock suffisant pour le mettre en avant dans mes animations commerciales? Voilà. Et aujourd'hui, donc juste ce point-là est fondamental. On est intervenu auprès de grosses sociétés, pas qu'il y en ait des petites, mais en tout cas qui sont plus ou moins équipées, on va dire, et parfois à grand renfort de RP, à grand renfort d'outils comme Google Analytics qu'on présente à tort comme étant quelque chose d'assez simple à prendre en main. On a vu des gens qui avaient Omniture, où là on sait l'entrée de jeu que c'est un peu compliqué et que ça nécessite beaucoup de technicité. Mais en tout cas, le point commun à tous ces gens qui veulent suivre leur commerce ou leur e-commerce, c'est qu'ils sont obligés d'aller piocher des données dans leur analytics et puis qu'ils sont obligés d'aller chercher les données de stock dans un outil type Business Object ou je sais quoi d'autre, et puis ils vont aller chercher la performance commerciale, les rotations et ce genre de trucs dans leur ERP. L'énorme intérêt des merchandising.io, c'est avec un peu de plomberie au départ en lancement de projet, puisque évidemment c'est pas quelque chose, c'est plug and play, mais et c'est transparent pour les équipes web, mais globalement ça nécessite quand même un petit peu de travail au départ et d'échange de flux. L'énorme avantage de cette interface que vous voyez là, c'est pas un fake, c'est une vraie interface avec des vrais produits dedans. Ça va agréger l'ensemble de ces données là et ça va vous permettre d'une part de gommer l'effet j'ai 4-5 outils différents, mais j'ai bien un réservoir unique pour consulter l'ensemble des choses, et ça va gommer un deuxième effet dont on va parler juste après, qui est l'effet je suis obligé de former une bordée de web analystes, puisque là globalement à partir du moment où les tableaux en début de projet sont initialisés, on va être capable de mettre face à ces outils-là, face à cet outil-là, face à merchandising.io, des équipes qui sont des équipes commerciales et pas des équipes de web analyse. Hier, on a vu une équipe de web analyse qui passait les données à la moulinette et qui crachait des tableaux de bord, et ensuite on avait une deuxième équipe qui devait comprendre ce qu'il y avait dans les tableaux de bord et leur donner un sens. Maintenant, on va faire l'économie. Alors, on ne squeezera pas et on ne va pas mettre à la rue tous les web analystes. Dieu merci, on a encore besoin d'eux pour d'autres analyses. Mais tout ce qui est récurrent, tout ce qui est la gestion du quotidien, on va l'avoir dans un seul endroit et de manière automatique tous les jours.
deuxième règle consiste à explorer pour raisonner. On est souvent confronté à un certain frein à la réflexion, lié souvent à la rigidité des outils qui existent sur le marché. En fait, il existe vraiment deux types d'outils. Des outils destinés aux experts. D'un côté, on vient d'en parler, avec une courbe d'apprentissage qui est assez longue, c'est du Niture, du Google A par exemple. Et à l'inverse, des outils de type infographie avec une interface user-friendly, mais dont l'exploitation au sein même de l'interface est un peu plus limitée. Donc, finalement, il existe un besoin entre ces deux types d'outils qui doit répondre aux équipes métiers qui utilisent au quotidien finalement toutes ces données. Pour vous prendre l'exemple sur base d'une question récurrente du quotidien, quelles sont les chaussures qui plaisent le plus à mes prospects par exemple? La réponse classique qui nous est souvent présentée est finalement la réponse que je souhaite avoir, c'est-à-dire pour répondre à la question quelles sont mes chaussures qui fonctionnent le mieux, j'ai envie d'aller dans ma catégorie chaussures, de sélectionner ma catégorie chaussures qui correspond exactement à l'arborescence de mon site, de sélectionner mon segment prospect en haut à droite et d'avoir mon résultat de façon visuelle d'une part, mais aussi avec tous les KPI que ça implique. Ça sous-entend que derrière cette chaussure qui est la baisse, par exemple, je peux aussi vérifier sa performance à un instant T, dans le temps, si je clique sur ma fiche produit. Je peux aussi vérifier sa disponibilité, son taux de marge si nécessaire, voilà, toutes les données finalement qu'on aura récupérées dans ton site. La conclusion du point 2, c'est de se dire, est-ce que vraiment vous avez les bons outils entre vos mains pour prendre des décisions rapidement? La troisième règle, c'est détecter les tendances. Alors, dégager des tendances, c'est un peu la base de l'immerge. Finalement, ça consiste à détecter le bon produit qu'il faut placer au bon endroit. Reprenons un cas simple, basique, récurrent. Quels sont mes produits dont les recettes sont en train de monter? La réponse classique, l'ensemble de tableurs. L'approche visuelle, vous pouvez retrouver en résultat finalement l'ensemble de vos produits avec, vous voyez dans les petits pictos en haut à gauche, en vert et en rouge, l'évolution, c'est ce qu'on appelle chez nous la vue trophée. Donc l'évolution, la performance des produits, donc l'évolution du rang de chacun des produits. Le produit, donc la deuxième robe, a gagné une place sur ma période sélectionnée, par exemple. Ce qui vous permet finalement de prendre des décisions et de mettre en place des plans d'action sur base de ces résultats. Mais ça permet aussi de confronter vos actions à l'ensemble des résultats. Est-ce que la robe que j'ai mis dans ma campagne d'affichage performe plus cette semaine-ci? Voilà, la réponse est immédiate et visuelle. La quatrième règle, adopter les routines. Si on fait le parallèle avec les magasins physiques, chaque jour il y a des actions qui sont quotidiennes, récurrentes pour les responsables de magasins qui consistent à veiller à ce que le stock soit suffisant au magasin, qu'il y ait un colorama suffisant, que la tête de gondole soit bien performante, etc. Ces routines-là, elles sont rarement mises en place en boutique chez les e-marchands, finalement, parce que on ne sait pas vraiment par où commencer, quelles sont les actions les plus efficaces et les plus héroïstes possibles, finalement. Nous, l'idée, c'est de vraiment s'attacher à mettre en lumière les plans d'action qui représentent à la fois des anomalies dans votre business ou des opportunités, au contraire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les insights. C'est une série de 6 exemples, il y en a d'autres. C'est de mettre vraiment en lumière les actions que vous pourriez mener, soit de façon quotidienne, de façon hebdomadaire. Donc, par exemple,
les fiches produits qui sont sous-performantes, premier exemple. Je vais revenir sur celui-ci après, je vous le détaillerai. Les produits qui sont vendus, les produits dont les recettes sont en hausse ou en chute par rapport à une certaine période, les produits qui sont abandonnés dans le panier, des produits qui sont populaires et efficaces, c'est-à-dire des produits qui sont consultés et mis au panier. Inversement, on peut avoir des insights qui mettent en lumière des produits qui sont peu vus mais qui transforment beaucoup, ce qu'on appelle chez nous des pépites. Finalement, ça représente vraiment des opportunités de mise en avant dans votre merchandising. Donc, si on revient sur le premier insight, les fiches produits sous-performantes, c'est finalement des fiches produits qui ont été consultées, mais dont le taux d'ajout au panier est inférieur à la moyenne de sa catégorie. Si vous voyez par exemple pour la première chaussure, 4,6 c'est le taux d'ajout panier de cette chaussure, 22% c'est sa famille à côté, la famille chaussure en moyenne est ajoutée 22%. Le tri se fait sur les consultations, c'est-à-dire que vraiment cette chaussure elle est consultée, il y a une vraie problématique derrière, on se dit pourquoi elle n'est pas ajoutée au panier. Calcule également le gain potentiel que cette fiche produit pourrait générer si elle était améliorée. Donc, c'est un exemple, c'est le cas. Donc l'idée c'est vraiment de pointer du doigt les produits qui posent problème, qui surperforment dans votre site et qui pourraient bénéficier d'un réglage au niveau de votre image. La bonne pratique, c'est vraiment de se dire de faire un copier-coller des magasins, c'est d'adopter des routines récurrentes, quotidiennes, hebdomadaires, voire les deux, idéalement. La cinquième règle, si vous avez bien suivi, c'est la dernière. La cinquième règle consiste à automatiser avec contrôle. Donc Emmanuel va vous présenter ce qu'on appelle le cocktail de ranking, donc les différentes façons de gérer une image aujourd'hui et demain. Bon. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, donc là on est focusé sur la page liste. Je dirais le plus gros problème aujourd'hui des merchandisers, c'est de savoir dans quel ordre ils vont trier leurs produits, dans quel ordre quel va être le premier, le deuxième, le troisième, et X et Y. Alors, il y a plein d'autres problématiques autour de ça qui viennent s'entremêler et venir compliquer sensiblement l'équation, puisqu'en fait on sait très bien, quel que soit le pricing, quelle que soit la typologie de produit que vous vendez, quelle que soit la démarque que vous allez mettre sur la table, enfin en gros malgré ce que vous allez pouvoir avoir comme paramètres un peu exotiques dans votre activité, on sait très bien aujourd'hui que les produits les plus vendus ou les produits les plus performants vont être ceux qui sont positionnés dans les premières places de votre page liste. Aujourd'hui, c'est la vraie différence. On intervient pas mal sur du cross-canal, puisque évidemment l'omnicanal c'est une vraie problématique chez nos clients retailers. C'est qu'aujourd'hui en magasin on sait, en grande distrib par exemple, planquer le coca à côté de la réserve, puisqu'on sait que les clients vont traverser le magasin pour aller chercher du Coca-Cola parce qu'ils sont venus acheter ça. La règle du Coca-Cola n'existe pas sur internet, et c'est encore plus vrai quand vous ne vendez pas de produits internationaux ou de grandes marques et que vous essayez de vendre une marque propre. Les gens ne vont pas fouiller. Les internautes ne lisent pas, ou très peu, donc le balisage doit être hyper simple et hyper graphique, sinon globalement ils ne s'y retrouvent pas. Les internautes sont feignants, quand ils ne trouvent pas ils s'en vont. On n'est pas comme un magasin où avant de quitter le magasin parce qu'ils ont fait 2 heures de route avant d'arriver et de trouver une place pour se garer, ils vont d'abord demander à un vendeur avant de partir. Sur internet, ils vont cliquer sur la petite croix, fermer la fenêtre et aller directement chez votre concurrent. Donc aujourd'hui la vraie problématique, et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on résume le merchandising au tri, au ranking des produits, et après on a plus ou moins de mots compliqués en fonction des différentes enseignes, mais c'est comment est-ce que je vais trier mes produits de la manière la plus efficace. On a souvent ces discussions-là avec nos clients parce que la manière la plus efficace, elle est souvent
liées à un objectif. Et ce qui est de plus en plus difficile, ce qui est de plus difficile avec nos clients, bizarrement, c'est de leur faire accoucher de l'objectif qui est poursuivi. Parce qu'en règle générale, les gens vous disent oui, mais moi je veux vendre un maximum de produits. Oui, mais vous voulez vendre en quantité, vous voulez vendre en chiffre d'affaires, vous voulez vendre en marge. Vous n'avez pas de problématique de déstockage sur vos produits, vous n'avez pas de problématique d'image de marque. Et quand on commence un peu à creuser, eh bien, on s'aperçoit que globalement, ce n'est pas aussi simple que de se dire finalement je vais trier du plus performant au moins performant. Parce que sinon, globalement, je vais planquer dans l'arrière-cour et dans la fin de ma page liste les produits qui ne se vendent pas. Et donc, à la fin de la saison, je vais être malheureux parce que je vais avoir généré du surstock. Donc, il faut bien à un moment donné prendre ces paramètres en cause. Et je ne peux pas que systématiquement pédaler dans la descente et mettre que les produits qui se vendent le mieux en premier, parce que sinon, ça voudrait dire finalement restreindre la gamme produits et finalement ne présenter que quelques produits. La règle des 20-80 qui existe en magasin existe également sur Internet. 20% des produits vont concentrer 80% des ventes. Donc on a 4 slides sur lesquels on va passer rapidement. Encore une fois, on pourrait y passer très très longtemps. Vous allez avoir le tri simple. Le tri simple, c'est globalement, et ça s'applique de manière assez facile sur des produits qui sont homogènes, sur une gamme qui est relativement homogène. Je vais choisir un critère et je vais l'appliquer indépendamment à l'ensemble des produits de mon rayon. Alors le niveau 0 du tri, c'est je vais les trier du plus cher au moins cher. Ça n'a aucun sens. Mais on voit encore ça et là des sites qui fonctionnent comme ça. Ça a au moins le mérite d'être clair pour le client, puisque vite il décrypte ce genre de choses. Et on sait très bien et on le constate que quand on trie du plus cher au moins cher ou quand on trie du moins cher au plus cher, il y a un vrai impact sur les ventes et sur ce qu'on va vendre. Même si finalement c'est trier du plus cher au moins cher, le client est tellement feignant qu'il n'ira pas chercher les entrées de gamme, en tout cas moins que si vous les mettez en premier. Vous allez avoir le tri successif, donc ça c'est niveau 2 je dirais du tri, c'est on va trier cette gamme de produits ou ce nœud d'arborescence avec un premier critère, et puis les ex-aequo on va les trier avec un deuxième, et puis ainsi de suite. On va trier pour ceux qui ont fait un peu d'informatique, ça s'appelle le triabule. On va fonctionner sur un mix de critères, mais qui ne servent qu'à finalement départager les ex-aequo. Ce qui veut dire que si vous triez du plus cher au moins cher, globalement, ça ne va pas avoir un grand effet, sauf si vous avez des redondances de prix sur vos produits. Ensuite, on va travailler des choses un petit peu plus abouties sur le scoring. Le scoring produit, c'est globalement, je vais commencer à pondérer un certain nombre de mes critères. Et puis, je vais dire, par exemple, mon premier critère de tri, c'est le taux de discount. Et puis, ça va peser pour 20%. Et puis, je vais travailler à la disponibilité, qu'on oublie souvent. Mais l'un des premiers critères de choix d'un produit en ligne, c'est sa disponibilité. C'est les capacités du e-commerçant à livrer rapidement ce produit. On ne vient pas acheter en ligne un produit, sauf grosse exception, qu'on n'aura que dans 6 semaines. Il y a forcément évidemment quelques contre-exemples. Il y a vente privée qui est l'exemple qu'on cite à chaque fois en contre-exemple de ça, puisqu'on est capable d'attendre 5 semaines un produit d'une grande marque pour lequel on va faire une super affaire. Mais même chez eux d'ailleurs, ils s'aperçoivent, ils essayent de combattre ce délai de livraison au maximum pour satisfaire au maximum les clients. Et puis il y a le dernier mode de tri, alors en tout cas dans ceux que nous on a expérimenté de manière industrielle. Alors on l'appelle le cocktail, on l'appelle le canevas, on n'a pas encore trouvé de mots suffisamment compliqués pour nous rendre intelligents là-dessus. Mais globalement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dédier un certain nombre de cases dans la page liste, puisque en règle générale une page liste, après il y a différentes représentations graphiques, mais en tout cas ça tourne toujours à une grille. Et puis on va dire par exemple en premier systématiquement je veux sur les 2 premières cases je veux 2 bestes, je veux un produit de déstockage et puis ensuite je veux une nouveauté, parce qu'on sait qu'on a fait des tests et que c'est finalement cette répétition là qui va maximiser les ventes. Et pour chacune des cases on va appliquer un cocktail, ce qu'on a vu juste avant, pour venir sélectionner le produit qu'on va mettre dedans. Évidemment,
plus on va monter dans la gamme du ranking produit, et plus ça va être compliqué de suivre ce qui se passe. Et plus vous allez avoir besoin d'avoir un outil performant en termes de suivi de la performance commerciale. Et c'est là où, si vous n'avez pas un outil graphique, aujourd'hui on est venu vous vendre Merchandising.io, donc on va vous dire que Merchandising.io est le meilleur outil. Mais en tout cas, si vous n'avez pas un outil graphique et une surcouche à Google Analytics ou à quel que soit l'outil d'ailleurs que vous utilisez pour suivre votre activité, vous allez vous retrouver avec des bordées de fichiers Excel qui sont imbitables et illisibles, et ça tourne, en tout cas ça a deux effets pervers. Le pire effet, c'est qu'on ne suit plus la performance et que finalement on subit ce qui se passe dans les rayons sans vraiment le comprendre. Et le deuxième effet, c'est que vous allez surcharger vos équipes d'analytics qui vont passer leur temps finalement à mouliner des fichiers et des fichiers Excel. Et aujourd'hui, c'est totalement impossible avant d'avoir une armée mexicain en web analyse de faire cet exercice d'analyse tous les jours. C'est impossible. Et puis l'avantage sur lequel on est passé assez rapidement, mais je pense qu'il vous a sauté aux yeux, c'est que globalement, cet outil vous permet aussi de mouliner des données externes et d'aller chercher des données qui sont présentes dans le RP, qui sont présentes dans Business Object ou Dieu sait quel autre outil, et d'avoir tout sur une seule page. Et ça, c'est vraiment un gain de temps hyper précieux pour se concentrer finalement sur l'analyse et sur la mise en place de plans d'action. Automatiser le ranking, ça devient une évidence. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens humains pour gérer l'ensemble du ranking. La question se pose, c'est finalement, est-ce qu'on peut vraiment laisser l'ensemble d'un algorithme décider de l'ensemble de mon tri sur le site? On en a parlé, l'algorithme, disons qu'on peut définir un ensemble de stratégies qui peuvent favoriser les unités vendues par exemple, les recettes ou la marge. L'algorithme nous propose ainsi un ensemble de solutions. En tant que e-marchand, vous pouvez figer d'une part vos produits, et avoir le souhait d'autre part de monter certains produits, ou à l'inverse de les descendre en cas où ils ne correspondraient pas à votre stratégie ou à votre image de marque, par exemple. L'idée étant, derrière tout ça, d'arriver à ce cercle vertueux qui consiste vraiment à définir votre stratégie, l'ajuster et enfin la mesurer. Ça, c'est vraiment la règle fondamentale. C'est le récapitulatif de nos 5 fondamentaux. Voilà, maintenant je pense qu'on peut passer aux questions si vous en avez. Merci beaucoup, on a le temps pour une question. Avant de laisser la place à la prochaine conférence, ça peut être une remarque, un éclairage quant à vos préoccupations. Non? Bon. Eh bien, merci beaucoup pour votre présentation. Pardon? C'était super clair. Merci beaucoup. Merci à tous.